Hey, ce que vous vous apprêtez à voir, c'est la version courte de l'interview avec le maire. Alors si vous avez le courage ou l'envie d'aller voir des réponses détaillées et peut-être des erreurs que j'ai fait, je vous laisse la vidéo en fiche juste là ou alors dans la description. Allez, bonne vidéo. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau concept qui s'appelle donc Nature Peinture. Bonjour Julien Bazus, comment vous allez ? Très bien, merci. Je découvre même le thème, le nom de l'émission en fait, Nature Peinture. Et oui, parce qu'on est dans la nature, quoi de plus joli que la nature, et on verra après pourquoi. Il y a une toile sur notre table. Ça promet. Ah bah bien sûr, un gros programme. Peut-être d'abord expliquer le programme, on va parler de 4 thèmes ensemble, les études, le rôle du maire, l'écologie, et enfin la politique générale. Un gros programme qui nous attend pour une interview d'un petit peu moins d'1 heure. Le concept, pourquoi y a-t-il une toile sur cette table? Alors cette toile va représenter votre mandat de maire, d'élu, et en fait, en fonction des 4 thèmes, vous allez colorier un petit peu cette toile. Mais on va voir un peu plus tard, ça sera un peu plus clair quand vous le ferez. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt peut-être dire un mot sur le cadre, mais dire peut-être aux gens qui nous regarderont qu'on est dans le splendide cadre de Poustagnac. Sur un résultat, vous me faites penser qu'il faut remercier le Moulin de Poustagnac, le restaurant qui nous prête un petit peu ces lieux gracieusement. On peut les remercier. Excellent, Anne-Marie et Thierry Berthelier. On commence avec le premier thème, les études. Donc résultat, au niveau de la toile, là vous allez devoir peindre. Attention, l'espace est limité, donc vous ne pouvez pas recouvrir une couleur, attention à ça. Pourtant Léonard de Vinci le faisait. Dans la technique du sfumato en plus. Est-ce que vous êtes Léonard de Vinci? Non, ça risque pas, le sfumato non plus. Vous remarquez d'ailleurs que je reviens sur le côté gauche, dès lors qu'on parle de la municipalité. Parce que oui, il faut le dire, vous êtes bien sûr, vous l'aurez tous compris, vu que vous avez regardé les vidéos précédentes qui vous expliquent ce qu'est la droite et la gauche, que vous êtes de gauche. Tout à fait. Je ne sais pas quelle définition vous avez mis derrière. Ah. Mais en soi, oui. C'est vrai que c'est un héritage de la Révolution française. Eh bien, je leur ai expliqué s'ils ont suivi la vidéo. Bien oui. sûr, je vous la mets en fiche juste là pour que vous puissiez aller la voir. Là, on va être à peu près à moins d'un quart de la toile. Donc pour vous, les études, c'est important, mais pas non plus des masses. Mais je pense que vous n'observez pas la direction. Ah, vers le haut. Exactement. On est plus sur de l'exponentiel. Exactement. C'est une courbe exponentielle. Moi-même, je suis un ingénieur. Donc c'est le côté scientifique qui ressort. Et puis vous voyez, c'est ce qui permet de s'élever. J'ai fait quelques recherches sur vous. Sur LinkedIn, donc vous êtes, je vais me permettre de lire, chargé de cours des grandes écoles. Vous avez été associé chez Spin Park, ingénieur qualité chez PSA Peugeot Citroën, donc un grand groupe français. Vous êtes diplômé de l'ISAE Supmeca à Paris, une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises quand même, il faut le dire. Tout à fait. Et donc d'où ma question qui s'offre à nous. Est-ce qu'il faut obligatoirement aller à Paris pour pouvoir faire des grandes études? Non, je ne crois pas. Donc effectivement, je suis une erreur de l'éducation nationale. Je le dis souvent comme cela parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais faire de l'archéologie. Et puis dans le système d'orientation, relativement découragé de suivre ces voies-là en disant non, attendez, c'est complètement plein, c'est complètement bouché, puis c'est réservé vraiment à certains, etc. Et puis j'ai rebondi comme ceci. Je suis en même temps rentré, grâce à mes professeurs de l'époque, et en maths sup et en concours Sciences Po. Je me suis rendu compte que finalement maths sup ça me plaisait pas mal. Donc je suis resté en sup, en spé, concours aux grandes écoles, et c'est comme ça que j'ai intégré en fait Supmeca derrière. Puis voilà, comme je m'étais engagé lors de la campagne électorale, j'avais cessé mes activités professionnelles, mais j'ai toujours gardé quelque chose quand même. C'était de l'enseignement dans les grandes écoles, parce que ça fait des années effectivement que j'interviens dans les grandes écoles, et j'estimais qu'il était important de pouvoir rendre un petit morceau à la République de ce qu'elle m'avait apporté. C'est quand même le fer de lance de l'étude, Paris. C'est-à-dire que si on pas répond vraiment à la question qui est posée, c'est aujourd'hui, si un maire qui est à peu près de votre catégorie, c'est-à-dire avec une population de 12 000, je crois, un truc comme ça. Pour Saint-Paul-et-Dax? Non, d'après l'INSEE, nous avons passé les 14 000 habitants. Ah bah alors, donc 14 000 habitants. C'est difficile de voir partir tous les jeunes vers des grandes villes, bon, Paris, Bordeaux, tout ça. On n'a pas envie de les garder? Je pense que vraiment la situation est à géométrie variable en France. Vous me parlez des grandes écoles, elles sont étalées sur notre territoire. Vous êtes très belles écoles aéronautiques. Vous parliez de l'ISAE, c'est le groupe dans lequel nous sommes avec Supmeca, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Donc il y a Paris, il y a Toulouse, il y a Poitiers. Que des grandes villes? Des grandes villes, oui. Par rapport à ce type-là, en fait, l'aéronautique est plutôt dans les grandes villes, en fait. Ou certains éléments. Donc l'ingénierie est plus dans les grandes villes. Vous avez une histoire automobile en France qui est proche de certains endroits, comme à Rennes, dans le Nord ou autre. En fait, c'est aussi le résultat de notre passé industriel. Par ailleurs, nous avons un maillage quand même relativement fort sur d'autres études. Quand je vois les écoles pour les fonctionnaires, pour l'administration publique, elles sont étalées sur le territoire, que ce soit Montluçon, que ce soit Clermont-Ferrand, que ce soit Agen. Moi, je prends juste l'exemple de Saint-Paul-et-Dax. Le lycée Aron Tazieff, c'est quand même le campus d'excellence
des métiers du bois pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Nous travaillons aujourd'hui avec la région pour délocaliser des formations. On va passer donc un petit peu à la Donc, suite. pardon, mais c'est un des enjeux au XXIe siècle d'arriver à délocaliser ces formations. Avec le Grand Axe, nous y travaillons. Nous avons désormais une première année d'études de médecine Paris ici à aujourd'hui? Dax. Comment on quitte Paris? Non, mais on n'a pas forcément besoin d'y aller. On assiste quand même à un Vous êtes allé phénomène à Paris pour votre école d'ingénieur. parce que j'ai fait le choix de cette école. Et pourquoi cette école n'était pas autre part? Parce que ce cursus-là me plaisait. Dans le cursus de formation qui était celui de Submeca, ça me plaisait énormément. Mais j'aurais très bien pu être à Bourges, à Clermont-Ferrand, à Angers, à Brest, à Lille, enfin j'en sais rien, si j'avais choisi un autre type d'école. La problématique que l'on a, elle est psychologique dans un premier temps, de se dire l'étudiant landais, il peut accéder à des parcours d'excellence. Le tout, c'est qu'ils ne se mettent pas de barrières psychologiques en disant je ne vais pas y arriver. Au final, ça va coûter cher à mes parents, etc. Il y a des dispositifs aujourd'hui d'accompagnement qui permettent de soutenir ces élèves-là. La première barrière est psychologique. Une fois qu'on a franchi cet obstacle, il y a des dispositifs qui permettent d'accompagner chacun en fait dans son cursus. Bon, je ne sais pas si c'est encore suffisant, mais on va devoir passer à la suite. Non, c'est pas suffisant. Quoi qu'il il faut travailler là-dessus, il faut le bosser. On va continuer sur ce sujet, on va revenir un petit peu à la politique. Au niveau des maires, c'est 11,8% des élus qui sont des élus de catégorie supérieure, et c'était 8,9% de la population en 2014. Alors, est-ce qu'il faut automatiquement avoir fait de grandes études pour pouvoir être politique? Alors, pour moi, ça n'a aucun rapport. Les chiffres montrent quand même que la plupart des élus sont des cadres supérieurs. Ce que vous faites là, c'est que vous êtes en train de remettre en cause le choix du peuple. Absolument pas. Si, Moi, si. ce que je vous demande, Si, c'est est-ce que vous pensez que le fait de faire des études est relié au fait d'être élu en tant que maire? Absolument pas. Tout comme la notion de talent n'est pas liée à celle des études. C'est une vision très franco-française. Les anglo-saxons ne raisonnent absolument pas de la même façon. C'est vraiment nous, notre vision latine ou vraiment très française des choses. Moi, je crois que le talent n'est pas lié aux études. Je pense que l'accès aux fonctions n'est pas lié aux études. Le résultat d'une élection est le choix du peuple. Après, mon sentiment très personnel, une fois encore, parce qu'on le voit dans les entreprises. Moi, je l'ai pratiqué pendant 15 ans, être dans les entreprises, accompagner les gens, transformer ces organisations-là, c'est une de mes spécialités, et de se dire, un salarié heureux est un salarié productif. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens soient bien dans leur cadre de travail pour apporter un service à un client, délivrer un produit ou ce genre de choses-là. Et on se rend compte de quoi? Qu'il y a des talents en fait dans nos organisations, qu'il faut leur permettre de s'épanouir en fait, de se développer, de pouvoir prendre des responsabilités et accompagner ces talents-là. Et une fois encore, le talent n'est pas lié aux études. Alors la question c'est pourquoi les gens ont envie d'être candidats ou pas candidats? Est-ce qu'ils ont envie d'aller affronter le suffrage universel? Est-ce qu'ils ont envie de se mettre au service de l'intérêt général? Le rôle de maire, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. J'en dirai un peu plus. Donc, est-ce que ces gens ont cette volonté-là? Vous savez, moi, quand je me suis lancé dans cette aventure municipale, mes collègues qui m'ont dit « mais t'es complètement fou, tu vas gagner beaucoup moins d'argent et tu vas avoir beaucoup plus d'emmerdes ». Pardon de l'expression. C'est exactement ce qui se passe. Comment parler donc des études sans parler des étudiants? On l'a vu donc avec la crise sanitaire. Qu'est-ce qui est fait pour les étudiants aujourd'hui pour essayer de pallier à cette dépression? Je me suis noté en mots-clés, à la faim qu'ils ont aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir, on l'a vu avec la prime du Covid. Alors l'État met en place des choses, un rehaussement de 4% des bourses, mais les non-boursiers, on ne sait pas comment ils font. Une prime de rentrée à 100 €, encore une fois pour les boursiers, les non-boursiers, on ne sait pas comment ils font. Qu'est-ce que les mairies peuvent mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas le droit de faire? Alors pour une collectivité comme la nôtre, pour notre mairie, l'enjeu c'est de développer le logement étudiant. Puisqu'on a doublé le nombre d'étudiants en peu d'années ici sur le Grand Axe, et notamment du côté du quartier de la Gare, qui est notre voisin premier en fait. Hein. Donc ce à quoi nous travaillons, nous, la municipalité, c'est de développer les logements étudiants pour leur permettre de se loger. Ça, c'est important. Le deuxième point, c'est que nous travaillons sur les parcours. Et j'insiste sur les parcours. Parce que vous me disiez tout à l'heure, hein, s'il n'y a pas le parcours ici, l'étudiant est obligé de partir à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon ou à Paris en fait, pour suivre ses études. Et c'est plus du tout la même donne. Donc d'avoir le parcours ici en local, il ne vous aura pas échappé que je suis conseiller régional également. Donc on travaille en fait à tous ces éléments-là pour pouvoir attirer des parcours sur notre territoire. Et ça se développe. Et le nombre d'étudiants ici sur le Grand Axe est en croissance, c'est ce que je disais. 343 formations sur le Grand Axe. Oui, mais pour aujourd'hui, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est à peu près 1600, 1700 étudiants sur l'année 2023, alors qu'auparavant on était environ 700. Il y aura en 2022-2023 1600 étudiants. De cet ordre-là, j'ai plus le chiffre en tête de manière détaillée, mais il faudrait voir avec les collègues de la... Et aujourd'hui, on est capable de loger combien de personnes? Pas assez, puisque c'est là que, lorsqu'il y a des logements étudiants qui se construisent, c'est là que on a l'internat du lycée Haroun Tazieff qui déborde.
ça on le sait déjà. Donc on travaille à ça. Et comme on est sur une courbe en croissance, ça fait partie des enjeux auxquels on doit répondre. Et donc l'objectif aujourd'hui pour répondre à cette crise des étudiants, c'est donc de construire des bâtiments, donc la bétonisation des villes. Non, je ne vous laisserai pas faire ce raccourci-là, et on y reviendra si vous voulez. C'est ce que vous dites, il faut construire des... J'ai pas dit la bétonisation des villes, puisque vous le savez à Saint-Paul, on travaille là-dessus. Moins d'artificialisation, plus de hauteur. Oui, donc le développement vertical des villes. Exactement. Plus que le développement horizontal. Et la reconstruction sur la ville. Ok, donc on détruit des bâtiments pour en construire des plus hauts. Très bien. Et juste pour dire quand même, c'est le travail de l'État. Nous, les collectivités locales, à un moment donné, on ne peut pas se substituer à l'État. Le système des bourses, d'accompagnement des étudiants, je rappelle qu'on est dans une éducation nationale, ce qui est une spécificité française. Il y a beaucoup de démocraties où les études, l'éducation et les études supérieures sont décentralisées aussi dans les régions. Donc le premier responsable de ça, c'est l'État qui doit prendre les choses en main. Prochain sujet qui sera le rôle du maire. Donc là, vous allez encore une fois, donc, sous le même principe qu'avant, peindre sur cette toile le rôle du maire. Et comment vous le placez? Qu'est-ce que vous en faites? Quelle est votre importance? Alors, très bien, on nous explique. Là-dessus. Alors, pourquoi l'avoir peint comme ça? Parce que... Donc c'est plus important que les études. C'est différent. Ça prend plus de place. Oui. Bah oui, surtout moi j'ai fini mes études. J'ai mis comme ça, pourquoi? Parce que je crois que le rôle du maire, c'est à la fois d'être le socle et le pilier pour la collectivité locale. Ça, c'est vraiment important. Vous avez deux personnages, j'observe ça avec un peu de recul là, depuis 2 ans désormais. Il y a deux personnages que nos concitoyens connaissent bien en politique. Un, c'est le président de la République, et deux, c'est leur maire. Pour le reste, c'est toujours plus difficile d'aller identifier l'adjoint ou le conseil départemental, le conseil régional, etc. C'est vraiment les personnages qui vont au quotidien. Et dès qu'ils ont un problème, ils viennent à la mairie. C'est pour ça qu'on a mis en place d'ailleurs un dispositif qui s'appelle on vous accueille comme vous êtes. D'où le pilier. Donc le pilier et le socle, les deux, parce que c'est le socle aussi du programme électoral. On a été élu avec une équipe, des gens qui nous ont fait confiance pour pouvoir dérouler un programme. Donc le garant aussi du déroulé de ce programme, c'est le maire, le capitaine qui a été choisi en fait par l'équipe. Et puis j'ai fait une petite rondeur, pourquoi? Parce qu'il y aura la transition écologique tout à l'heure, mais le rôle du maire, c'est à la fois aussi d'être carré dans la gestion, la fermeté, le respect de la loi. Il est officier de police judiciaire, officier d'état civil, c'est le premier magistrat de la ville, mais aussi la rondeur, pour trouver des solutions. Je veux juste savoir, en 2 mots, ce qui est pour vous fondamental pour un maire. Intégrité et service. 2 mots, nickel. 2 mots. Exactement. J'insiste sur cette notion d'intégrité. Il est important, le maire est le premier magistrat de la ville, il est là pour faire respecter la loi, il n'est pas là pour la détourner ou subir des pressions, trouver des petits arrangements, la politique des copains, ce genre de choses-là, etc. Ça, je suis très attaché à cette notion d'honnêteté et d'intégrité. Même parfois, on m'envoie des choses, j'ai donné au service ou je les renvoie, etc. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. On sommes en 2022. On ne peut pas transiger là-dessus. Et puis on est vraiment au service des gens. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même si on nous donne un pouvoir, on nous confère un pouvoir, il faut faire preuve de fermeté par rapport à une vision, un programme pour lequel on a été élu. Mais vraiment, on est au service. On est là pour trouver des solutions en fait, pour les gens. Et ils en ont besoin. Dans ce monde qui est de plus en plus complexe, avec des crises de plus en plus repliées sur lui-même, où les gens sont de plus en plus individualistes, je passe très souvent en fait, mon temps à expliquer aux gens que la somme des intérêts particuliers ne représente pas l'intérêt général. On est les garants de l'intérêt général. Bah voilà, on est au service des gens pour essayer de trouver des solutions dans tous les cas. On va parler de la relation avec le Grand Dax maintenant. C'est-à-dire que la ville de Saint-Paul-les-Dax, avec la communauté, elle fait partie de la communauté de communes du Grand Dax. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté de communes laisse assez de liberté aux communes? Alors, ce n'est pas une question de liberté ou pas de liberté, puisque tout ceci est régi par les textes. C'est un établissement de coopération intercommunale. Nous sommes 20 communes aujourd'hui à l'agglo. La question pour nous qui se pose, c'est par rapport aux compétences que l'on a transférées, est-ce qu'elles sont bien exercées ou non? Et quels sont les budgets que l'on accorde à ça? Nous avons, nous, 2 sujets majeurs en fait, qui nous intéressent aujourd'hui à Saint-Paul, au-delà des grands aménagements d'intérêt communautaire qu'il peut y avoir, ce sont les voiries et les trottoirs, l'entretien des voiries et les déchets. Et là, aujourd'hui, on n'a pas réussi 2 choses qui sont gérées par le Grand Dax. Exactement.
On a des sujets qui fonctionnent bien avec le Grand Axe. Dans le cadre de ma vice-présidence, d'ailleurs, le schéma cycle a été adopté, le nouveau réseau de transport a débuté, c'était la semaine dernière avec la rentrée scolaire. Il fonctionne bien, il fonctionne plutôt bien. Bien évidemment, il y a toujours des ajustements. Et nous sommes à l'écoute de nos concitoyens pour pouvoir porter les modifications nécessaires. Donc ça fonctionne, enfin il y a des sujets qui fonctionnent bien. Donc résultat, la ville ne fait pas ce qu'elle veut. Elle ne fait pas ce qu'elle veut de ce point de vue-là. Tout comme donc, les herbes qui poussent sur les trottoirs. Vous avez vu quand même qu'on a des herbes hautes comme ça sur les trottoirs. Oui. La ville met 1,2 million dans l'entretien qui sont transférés à l'agglo, 1,2 million d'euros chaque année. Et on a un service qui est insatisfaisant du point de vue de la gestion de ces fameuses herbes qui viennent polluer nos trottoirs. Mais alors pourquoi déléguer 1,2 million, ça serait pas suffisant? Non, la loi nous oblige à déléguer. On n'a pas le droit de quitter le Grand Axe si vous n'êtes pas satisfait de lui. Si on pourrait récupérer des compétences, quitter le Grand Axe pour aller vers une autre collectivité, c'est possible, je pense que ce n'est pas souhaitable. On se sert pour ce qu'on veut bien, mais d'un autre côté, ils nous prennent des sous sur des choses qu'ils ne font pas forcément. Non, la logique de la coopération intercommunale ou d'une métropole ou des Comcom, c'est des communautés de communes, c'est de dire on mutualise légitimement des moyens pour être plus efficace au service de nos concitoyens. Mais au final, ils ne sont pas plus efficaces. Faire des bus, nous n'allons pas faire des bus juste pour Saint-Paul, ça n'a pas de sens. Les gens qui prennent le bus, ils vont à Dax, à Narros, à Isos ou je ne sais où. Oui, mais au final, la voirie n'est pas entretenue. Donc vous mettez des sous dans quelque chose qui n'est pas fait. Nous avons des problèmes de divergence sur la voirie, effectivement. Ça, c'est une vraie question, sachant qu'en plus, les problématiques des communes plus rurales, de taille plus modeste, ne sont absolument pas les mêmes que des communes qui ont des charges, comme on dit, des charges de centralité. Donc vous me dites que la mairie est en recherche constante d'argent parce qu'elle n'est pas aidée par l'État, par le département et tout ça, mais d'un autre côté, vous me dites qu'on déverse 1,2 million pour une voirie qui n'est pas entretenue au final. C'est normal, puisqu'on fait un transfert de compétences. Si, vous avez la balayeuse qui passe dans la rue. Et ça coûte 1,2 million? Non, mais attendez, c'est l'ensemble de la voirie. En plus, l'objectif de mutualiser, c'est quand même de gagner au final. Et bien sûr. Et là, on n'y gagne pas. Alors, on y gagne sur certains aspects parce qu'en termes de charges d'entretien, c'est censé coûter moins cher. Quand vous mutualisez certains équipements en fait, qui sont utiles aux 20 communes d'agglomération, c'est censé vous coûter moins cher. En revanche, aujourd'hui, on a des points de blocage, notamment sur l'investissement. Saint-Paul aurait aimé investir davantage de fonds de manière ponctuelle pour rénover plus rapidement les voiries. On lui a refusé l'agglomération. C'est un problème. Donc Saint-Paul veut quelque chose, mais l'agglomération la refuse. Ce qui était proposé par les collègues, c'était de mettre 650 000 € en année pleine dans un pot commun, pour lequel ces 6 dernières années, nous avons touché combien? 0 €. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc vous me dites qu'au final, c'est plutôt intéressant de mutualiser, mais un peu moins au niveau personnel pour les grandes villes. C'est plus intéressant pour les petits villages qui, eux, bénéficient des gros fonds des grandes villes pour la mutualisation. C'est ça que vous me dites. Quand tout le monde arrive à se mettre d'accord, c'est intéressant pour tout le monde. Oui, voilà. Mais le problème de la politique, c'est que tout le monde n'a pas la même vision. Ah, mais ça. Troisième point, tac. Eh bien, parfait. Donc la transition écologique, on va dire que ça prend un tiers quand même de la toile. Ah, ça prend un peu plus là. Un peu plus d'un tiers. Quand on met bout à bout, ça prend un peu plus. Pourquoi? À mon sens, c'est l'élément central. On l'a vu, on a traversé quand même une canicule, surtout sur notre territoire assez importante cet été. Nous, ça fait des années qu'on est convaincus dans notre liste. Et d'ailleurs, le 24 septembre 2020, nous avions voté cette délibération qui s'appelle « Orientation stratégique et écologique pour la ville de Saint-Paul-et-Dax », dans laquelle il y avait deux sujets essentiels. Un, c'était la maîtrise justement de l'urbanisation, éviter l'expansion de l'urbanisation à outrance et des surfaces commerciales également, et en finir avec cette idée de la ville dortoir, la ville banlieue et autres. Et l'autre point, c'était l'adoption de cet objectif de devenir une ville à énergie positive à l'horizon 2030. On est dans les clous? Alors devenir une ville à énergie positive, ça veut dire quoi? C'est remplir un réservoir là jusqu'à 100%. De dire je produis autant d'énergie propre que j'en consomme. Et positif, c'est même au-delà. Alors au-delà, on peut passer à 105, 110%. Voilà, c'est exactement ça. Positif, si normalement, 100, dans les textes, quand on est positif, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre plus d'électricité dans le réseau qu'on en consomme. Exactement. Donc là, c'est l'objectif 2030. Pas que d'électricité, d'énergie. D'énergie générale, oui, pardon. Donc là, il faut arriver à 100%, 101%. Aujourd'hui, on part à 2,76. Donc on voit que la route est longue. La route est très longue par rapport à ça. Donc c'est un élément central. C'est un élément qui doit rayonner sur le reste. C'est pour ça que j'essaie de le faire interpénétrer d'ailleurs. Et alors, justement, donc cette première question sur la transition écologique, il y a eu un rapport qui vous a été remis, qui s'appelle « Amélioration du potentiel agricole et alimentaire du circuit court et de proximité des communes de Saint-Paul-les-Dax », de la commune de Saint-Paul-les-Dax, qui vous a été remis. Pourquoi faire appel à des rapports étudiants? Donc ça a été fait par Bordeaux Sciences Agro. Pourquoi faire appel à des étudiants pour faire un rapport quand on est maire? Pour montrer que les études peuvent se faire en territoire rural et pas que dans les grandes villes.
En fait, ce qu'on évoque là, c'est le sujet de la ceinture verte, agricole, forestière et maraîchère, qui fait partie des 30 propositions pour la transition écologique. Donc il n'y a pas que celle-là, mais celle-là en fait partie. Se dire, vis-à-vis de notre urbanisme, il faut qu'on puisse protéger nos espaces forestiers, nos espaces naturels. La ville vient de racheter le marais de Poustagnac qui est juste derrière l'étang de la Courbe. Vous voyez, on va le préserver et développer la protection de la biodiversité en fait, sur ces endroits-là. On en parlera dans quelques semaines avec nos habitants. Donc c'est protéger en fait ce tissu-là. C'est protéger nos agriculteurs qui sont aujourd'hui sur la commune et certains sont même à l'intérieur de la rocade. Il faut aussi faire venir d'autres agriculteurs. Et la municipalité rachète d'ailleurs des terrains qui sont à disposition des agriculteurs. Et je lance un appel, si certains nous regardent, de dire rapprochez-vous de la municipalité de Saint-Paul si vous souhaitez vous installer aujourd'hui à Saint-Paul. Et tout ça dans cette logique ensuite de développer les circuits courts. C'est pour ça qu'on a fait appel à ceux qui savent, une fois encore. Je le disais tout à l'heure, on ne sait pas tout en fait. Donc nous, on y va plutôt avec modestie et elle est s'interroger auprès des sachants. On a fait appel à cette école parce qu'on aime bien bosser avec les étudiants, ça leur donne des sujets concrets aussi à mettre en œuvre. Donc on s'est rapproché de Bordeaux Sciences Agro et qui fait qu'aujourd'hui on dispose en fait d'une photographie qui nous dit, ben voilà, pour développer les circuits courts, il faudrait plutôt que vous plantiez ça, 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 ça ce sont vos points forts, vous avez tant de surface agricole. On a fait la connexion également avec les friches agricoles et forestières du conseil départemental, puisqu'il y a une vision aussi du conseil départemental là-dessus, et ça nous donne déjà une cartographie. Mesurer, c'est progresser, comme on dit chez les ingénieurs, donc si on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas vers où on peut aller. Et bien, désormais, nous avons cette photographie-là, et on se met en route petit à petit pour développer nos circuits courts, protéger notre agriculture, implanter des produits nécessaires à notre écosystème. D'accord, donc les rapports étudiants, ça sert plus à avoir une photo plus qu'à donner des conseils sur comment se développer, comment faire des choses. Ça, c'est plus à vous de le faire maintenant. Oui, enfin là, ça s'insère dans un dispositif qui était celui de la photographie. Okay. De dire d'où on part, quelles sont nos capacités, quels sont nos moyens et qu'est-ce qu'on devrait développer. Et prochainement sur la forêt donc. Après l'agroalimentaire, la forêt. Exactement. Parce qu'on était tellement content du résultat qu'on s'est dit qu'il faut qu'on fasse pareil sur la forêt. Très bien. Donc mais c'est vraiment des photos très précises et donc la municipalité pourra progresser de plus en plus vite grâce à ces rapports. Donc ça sert à ça. Oui, parce que la question de un rapport étudiant en soi, il peut avoir plein d'objets. On est un peu pressé par le temps, on va donc passer à la suite encore une fois. Maintenant, on va surtout passer aux alertes qu'il y a eu donc le 21 juin 2022, orange et rouge, orage, une vigilance orange et rouge donc pour les orages. On a des alertes rouges canicules depuis le 16 et 17 juin 2022 et de multiples alertes encore depuis. Des feux de forêt aussi qui ont consommé en 10 jours l'équivalent de ce qu'on aurait dû consommer en un an. Après ce constat-là, est-ce que les mairies ont leur rôle à jouer dans justement cette gestion peut-être de l'écologie plus pure, plus que la transition écologique, plus de cette écologie où on va préserver la nature, etc., où les mairies doivent obligatoirement tout déléguer à l'État qui est plus garant de ce secteur-là? Alors détrompez-vous, les premiers acteurs de ce sujet-là, ce sont d'abord le département qui gère le SDIS et les communes. La commune de Saint-Paul donne plus de 470 000 € chaque année au SDIS pour pouvoir organiser les moyens de secours. Nous avons une caserne ici à Saint-Paul sur laquelle nous travaillons au fonctionnement, à l'organisation, aux moyens et autres. Il est à la charge de la commune également l'entretien des chemins forestiers, qui sont un des premiers facteurs de défense contre l'incendie pour notre environnement et nos populations. Également, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs, parce que c'est nous qui voyons, qui sommes sur le terrain, avec les agriculteurs, les forestiers, etc., pour faire en sorte que les forêts soient relativement bien entretenues, qu'on puisse avoir des accès, et notamment avec DFCI, qui est cet organisme, cette association qui structure les propriétaires forestiers pour faire en sorte que nos forêts soient bien entretenues et que le chemin d'accès soit ouvert. Vous m'avez donné surtout un chiffre pour l'intervention, donc les pompiers, le SDIS, qui intervient 460 000 € par an. On donne 470 000 € au SDIS pour nos moyens de secours. Donc voilà. Vous voyez qu'on est directement impacté pour financer les moyens de secours. Ça, c'est financer les moyens de secours. Donc ça, c'est intervenir une fois qu'il y a eu la catastrophe. Pas du tout. C'est pour payer nos pompiers chaque année. Pour prévenir la catastrophe, vous dites qu'il y a des associations qui gèrent donc les zones forestières pour les mettre en relation, etc. Maintenant, est-ce que... Il y a la DFCI, la défense forestière contre les incendies en fait. La DFCI, donc c'est ça. La commune vient d'investir dans une cuve, vous voyez, pareil, pour qu'elle puisse être montée à l'arrière de tracteurs ou de 4x4 pour la mettre à dispo de la DFCI pour intervenir. Oui, tout à fait.
Mais prévention aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, ce ne serait pas la prévention? Parce qu'on voit très bien, on ne peut pas éteindre 10 000 hectares de forêt juste avec des cuves ou avec des choses comme ça. Comment on prévient, comment on fait en sorte que ces forêts ne brûlent pas aujourd'hui? Eh bien, comme on fait dans les Landes, typiquement, nous n'avons plus de guetteurs sur les tours. Aujourd'hui, dans les Landes, nous avons des systèmes de caméras. Des caméras qui repèrent les fumées. Alors en plus, il y a de l'intelligence artificielle derrière qui permet de faire le tri dans les fumées. C'est-à-dire que si la fumée de l'usine de Tartas, par exemple, monte, la caméra sait faire le tri, dit c'est pas un départ de feu ou autre. À partir de ce moment-là, dès qu'elle voit une fumée, il y a une alerte qui se déclenche avec une triangulation qui nous permet de savoir précisément d'où part l'incendie. Et on est même capable d'envoyer directement les coordonnées GPS dans le camion de pompiers pour que les pompiers puissent se rendre dessus. C'est une particularité française. Je crois que nous sommes le seul département à être 100% couvert avec ces caméras-là. Ce qui permet d'agir au plus vite. Qui n'a pas quand même empêché un feu de forêt cet été dans les Landes. Mais attendez, rien que le 14 juillet, on a eu 3 départs de feu à Saint-Paul. Donc résultat, là on est encore dans voyez, l'intervention. Cette tour sert à intervenir plus rapidement, on est d'accord. Comment prévenir? Ah, mais prévenir. Alors, prévenir, c'est l'entretien des forêts. Il n'y ait pas cette fumée pour que les forêts ne brûlent pas. Prévenir, c'est ce qu'on fait ici, c'est l'entretien des chemins forestiers. C'est s'assurer qu'on ait un maillage de pare-feu qui soit opérationnel. C'est l'entretien au quotidien de la forêt. Vous voyez, quand il y a les tempêtes, les arbres qui tombent, c'est s'assurer qu'ils sont débarrassés. Là derrière, justement, c'était typiquement le cas où le propriétaire de la forêt a fait nettoyer la forêt pour faire en sorte qu'elle soit plus aérée, plus accessible, plus propre. C'est aussi dans la replantation, il va falloir qu'on se pose 2 questions. 1, comment est-ce qu'on maintient davantage l'eau sur nos parcelles? Dans les systèmes d'irrigation, de drainage, alors on sait bien, hein, la forêt landaise est particulière de ce point de vue-là. Il faut vraiment qu'on se pose cette question. Comment, à travers nos plantations et nos systèmes hydrauliques, on arrive à retenir au maximum l'eau? Parce que si le sol est gorgé d'eau, il ne peut pas brûler, ou brûle moins, du moins. Le deuxième point, c'est quelles sont les espèces que l'on peut planter pour éviter que le feu ne se déclare ou se propage derrière. Parce que quoi qu'il arrive, tant que vous aurez des arbres, un climat extrêmement sec, parfois avec une hygrométrie proche de 0, les facteurs sont réunis en fait pour que ça flambe. Surtout que 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Donc il y aura toujours ça. Donc se poser la question, quel type d'arbres on plante? Typiquement des feuillus, pourquoi pas des chênes lièges ou ce type d'arbres qui permettent en fait de prévenir ces départs de feu, faire en sorte qu'ils ne se propagent pas, qu'ils puissent être vite contenus ou ne pas se propager. Très bien. Donc si je retiens bien, on ne peut pas trop faire d'action aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est une fois qu'on replante, qu'on a coupé et tout ça, mettre des espèces qui sont, enfin des espèces, des sortes d'arbres qui retiennent un petit peu plus longtemps le feu, mais aujourd'hui ou qui l'empêchent de partir. Donc la conception de la forêt, comment on la fait, comment on la plante, comment on la structure, comment on l'organise, c'est fondamental. Ce que l'on fait là derrière à Poustagnac, la courbe, de remettre en état nos systèmes hydrauliques, c'est fondamental pour protéger la nature, faire en sorte qu'on ait une nature propre en fait. On parlait des forêts justement, quelles actions sont faites aujourd'hui, parce que les feux de forêt sont dus au changement climatique, quelles actions sont mises en place dans les communes aujourd'hui en France et donc plus particulièrement Saint-Paul pour éviter justement ce changement climatique? Alors les actions sont multifacteurs, nous concernant. Nous travaillons à la réduction d'énergie, ça c'est fondamental. Comment consommer moins, comment mieux isoler les bâtiments. Alors ça, vous voyez, parce que si vous voulez, si on veut progresser, il y a 2 choses. 1, il faut consommer moins, et 2, il faut produire de l'énergie propre. Sur le volet consommer moins, je ne vous cache pas, c'est une déception. Nous avons mis les moyens à disposition pour faire des diagnostics énergétiques gratuits auprès de nos concitoyens. Depuis le début de la mandature, on a très peu de gens qui nous ont sollicités. Parce qu'ils croient que derrière, ça génère des coûts dans la rénovation automatique, etc. Donc on est très peu sollicité. C'est un enjeu majeur, il faut faire passer le message aux gens. Faites faire des diagnostics pour savoir quel est l'état de votre logement. Ça, c'est fondamental. D'où on s'est mis en route pour développer des actions. On parlait à Ceinture Verte, sans on s'y colle. On a un grand projet pour faire de la production d'énergie photovoltaïque. Et là aussi, c'est extrêmement vertueux parce qu'on va recycler, pardon de l'expression, l'ancien bourrier sur la route de Herbe, c'est-à-dire ce site d'enfouissement des déchets, dont on ne peut rien faire aujourd'hui. On travaille en coopération forte avec le Sitcom pour faire en sorte qu'on crée un dôme au-dessus. On vient implanter 5 hectares de panneaux solaires
pour produire de l'énergie propre. Mais C'est il quoi y a, les autres projets? il y a Parce que d'autres si vous actions. voulez Alors arriver au Candat, il y a un niveau projet citoyen qui est unique en France. Hein. produire, 101%. Oui, mais j'y viens. Le Candat, oui, je sais qu'on est pris par le temps, mais Oui. le projet Candat, en plus, c'est un projet assez unique en France, du point de vue citoyen. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire le choix de louer le terrain, comme le font les gens, à des structures qui vont exploiter ce terrain-là. Nous, non. On va exploiter en plus l'énergie. On a monté une société qui s'appelle Candat Énergie, dans laquelle on retrouve Enercop, Enercité, qui sont nos partenaires, plus la commune. Et en plus, on a fait monter les citoyens en comité stratégique, alors qu'ils ne sont pas au capital. Et dans un second temps, lorsqu'on va lancer la construction en fait, de cette centrale photovoltaïque, on va en plus ouvrir le capital aux citoyens. Donc si Lucas demain veut devenir actionnaire de Candat Énergie et produire de l'énergie propre, il pourra le faire, tout comme l'ensemble de nos habitants. Mais après on veut réfléchir aussi en consommation locale. On a une réflexion notamment aujourd'hui sur les bâtiments de la mairie, l'école Henri Lavielle, la maison des associations qui sont juste à côté, et demain le gymnase de Toumalin. Se dire est-ce qu'on ne peut pas produire en fait de l'énergie, oui, pour l'ensemble de... Ça a été reporté, pourquoi? Pour des raisons financières. Okay. Et donc, résultat... L'école Jules Barouillet aujourd'hui, entre le début du projet et la fin du projet, c'est plus de 2 millions d'euros qui sont mis sur la table, plus 27% de coûts. Plus 27%. Le gymnase de Toumalin, c'est une passoire thermique, il faut qu'on le refasse. Voilà. Qui s'y colle? On a un collège qui est à côté, on a l'État qui nous dit qu'il faut la transition écologique, etc. Il nous faut des partenaires pour trouver des subventions. Il y a le collège, l'État, le département. Il y a le département, il y a l'État, il y a les fédérations sportives, il y a la commune bien évidemment, le Grand Axe potentiellement. Se trouve. Ah mais non, puisqu'aujourd'hui quand on essaie de boucler notre budget, on ne l'a pas. Donc on est en train de revoir ces éléments-là pour remonter un projet. La géothermie. Nous avons mis 600 000 euros sur la table pour rénover le puits géothermique. Quand on est arrivé là aux affaires, on avait un choix, soit on ferme tout de suite, soit on rénove. Il y avait une injonction préfectorale. On a fait le choix de rénover pour continuer à alimenter en géothermie certains bâtiments communaux qui sont alentours et surtout demain, alimenter l'écoquartier qui va être au sud-ouest du lac. Très bien. Donc oui, on foisonne en fait. L'horizon 2023. Enfin 2030, pardon, pour avoir Pour progresser, bien évidemment. Donc en dehors de votre mandat. Oui, parce qu'on n'est pas Harry Potter. Hein. On le disait, on part de 2,76% à 100%. Je ne vais pas dire aux gens, attendez, en 2026, on a 100%, c'est pas réaliste. On estime aujourd'hui, selon le GIEC, qu'en 2030, on aura gagné donc 2,5% en chaleur. L'objectif 2030, selon le GIEC toujours, est intenable. Pourquoi aujourd'hui les mairies devraient donc donner cet objectif de 2030? Alors, votre remarque est assez incroyable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on a mis ça dans notre programme en 2019, on nous a dit, mais vous êtes fous, fin 2030, qu'est-ce que c'est cet horizon, etc. C'est trop tôt, on vous a dit? Ouais, on dit on ne se sera jamais respecté, on n'y arrivera jamais, compagnie, bon, voilà. Finalement, avec d'autres communes, on s'est rendu compte qu'on avait raison de mettre en place cet horizon 2030. Oui. Nos collègues également du conseil départemental ont fixé un horizon à 2030. La région, c'est 2032. Donc, nous sommes condamnés à nous adapter. Bien sûr. Le rose pour ce dernier sujet. Le magenta. Le magenta pour le dernier sujet qui, j'espère, va être très court. Donc le dernier sujet, c'est la politique. On va partir, je vous laisse. Donc je suppose que vu que vous n'avez pas le droit au blanc, vous allez finir de remplir la zone blanche. Exactement. Une seule question. Ah, une seule, d'accord. Parlons d'un autre phénomène ensemble qui est l'abstention. J'ai choisi de partir sur ce sujet-là car aux dernières législatives, donc les dernières élections en date, il y a eu 54% d'abstention en général. Donc sur le premier tour pour ceux où il n'y a eu qu'un seul tour et premier et second tour pour ceux où il y a eu 2 tours. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il peut y avoir un seul tour. 40% au second tour des présidentielles. Et donc résultat, ma question est la suivante. Est-ce que les maires n'ont pas leur rôle à jouer dans l'abstention? Tout le monde a un rôle à jouer dans l'abstention. À commencer par les médias. Oui, vous me posez la question, vous avez un rôle essentiel dans l'abstention. Tout le monde a un rôle essentiel à jouer dans l'abstention parce que pourquoi les gens ne viennent pas voter? Parce qu'ils ne croient plus dans la politique et leurs représentants. Ce qui est une difficulté. Donc effectivement, on a un rôle essentiel et je reviens sur ce que je disais également par rapport au rôle du maire, d'être au service des gens, d'être à leur écoute, d'être en proximité et de pouvoir passer à l'action pour pouvoir les aider, leur apporter des réponses dans le quotidien. Avec cette dichotomie, ce paradoxe très complexe qui est que on attend beaucoup des élus, mais en face de ça, on a des citoyens qui se replient sur eux-mêmes, qui sont très à regarder les réseaux sociaux et autres. L'autre point également, c'est qu'on a du mal à comprendre qui fait quoi aujourd'hui.
Ça, vous voyez, c'est une question qui nous anime à la région, de dire mais quelles sont les compétences de chacun, si bien que le citoyen à la fin a du mal à savoir, tiens là c'est la région, là c'est le département, là c'est la commune, là c'est l'État. Et d'ailleurs vos questions le montraient tout à l'heure, si bien que lorsqu'il est content ou il n'est pas content, il ne sait pas trop vers qui se retourner. Parce que tout ceci est beaucoup mêlé aujourd'hui. Ce qui serait nécessaire, c'est certainement un acte supplémentaire de décentralisation, avec une clarification des compétences de chacun, et surtout qu'on puisse se donner les moyens, je reviens sur ces moyens financiers, de pouvoir porter l'action publique. Pourquoi la politique prendrait moins de place que les autres sujets? Je crois que le changement passe par l'action locale. Nous on le voit ici, on essaie de transformer à l'échelle locale, et c'est visible et on s'y colle. L'expérimentation, le territoire d'expérimentation qui nous permet de progresser, il est à l'échelle locale. On est encore trop dans un état jacobin en France où tout remonte à Paris, pas que les études, pour pouvoir prendre une décision, des certifications et autres. On a besoin de plus d'initiatives, de plus de responsabilités, de plus d'argent. Et ça, c'est l'État qui le décide, donc la politique. Bien sûr, une constitution, c'est en République. Donc finalement, elle n'est pas très importante, mais c'est elle qui vous finance. Si, elle est importante. Bah, par rapport à ce que vous avez Parce que, oui, regardez, j'aurais coupé le haut sinon. On est en connexion directe avec l'élu local. Oui, il y a une continuité à tout ça. C'est vrai qu'il est connecté à tous, donc résultat, la politique est connectée à tous. Mais pour revenir donc sur... Vous aurez remarqué d'ailleurs que c'est quasiment le seul connecté à tous. Mais est-ce que le maire a... Par exemple, on va prendre donc la présidentielle à 40% d'abstention. Est-ce que les maires de France, les 30 000 maires de France ou 25 000, n'ont pas leur rôle à jouer là-dedans? Oui, les maires, bien sûr. En tant que premier relais, bien sûr. L'État va pouvoir dire allez voter, mais quel impact a l'État face au caractère des gens? Les maires ont un impact direct face au fait qu'ils se sentent bien, que les concitoyens se sentent bien, mais est-ce que ce ne serait pas aussi le moment de déléguer au maire cette responsabilité du vote? Alors le maire déjà organise des élections. Ça, c'est le code qui le dit. C'est nous qui organisons les élections. Exactement. En lieu, oui, tout à fait. À l'échelle locale, dans la commune, c'est le maire qui organise. Mais comment dire? Moi, c'est votre rôle qui m'intéresse le plus. C'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'un maire pourrait mettre en place si demain, la responsabilité est engagée du maire pour faire voter tout le monde? Mais alors, si vous voulez faire voter tout le monde, il faut rendre le vote obligatoire. Vous êtes pour? J'ai pas forcément réfléchi au détail à cette question. Je pense que le vote est un droit, c'est aussi un devoir, mais c'est également une liberté d'expression. Moi, je serais assez favorable dans un premier temps à compter le vote blanc. Ça me semble important. Parce que tous ces gens qui viennent s'exprimer avec le bulletin blanc qui aujourd'hui n'est pas comptabilisé, ça fausse en fait le résultat de vote et le ressenti démocratique de nos concitoyens. Donc je serais plutôt, moi, dans un premier temps, à favoriser, à compter le vote blanc. Est-ce que ça va faire venir les gens aux urnes? Déjà, ça donnera un autre visage du résultat. Donc on peut résumer ce que vous dites par le fait qu'un maire a un rôle essentiel et que c'est aussi un petit peu à lui, même en grande partie à lui, de motiver ses administrés à aller voter. Mais ce que je dis là est valable pour un conseil départemental, un conseil régional, un député ou un sénateur, ou un président de la République. Bien moins proche des citoyens. Oui, mais regardez, quand vous avez un président de la République qui tient ou qui ne tient pas ses engagements, ça a un impact direct sur le fait que les gens vont venir voter ou pas au prochain coup. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est là-dessus. On va conclure là-dessus, face à cette belle œuvre. Ah, vous la trouvez belle, hein? Bon, alors tout va bien. C'est artistique. Il faut avoir la signification de tout ça. Et pour l'avoir, il suffira de regarder la vidéo. Merci à vous. Merci Lucas déjà pour cette invitation et puis d'avoir été là dans ce lieu remarquable. Très joli lieu. Exactement, et puis plein de sens, plein d'histoires, au milieu de la nature et sous un magnifique soleil. Merci d'avoir fait confiance à cette émission en étant un plaisir. Le premier invité à être filmé. Alors je lui souhaite bon vent et plein de succès Lucas. Quant à nous, on se retrouve dimanche dans une semaine, pas celui d'après, résultat, pour une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci à tous.